Il va être question ce soir de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. La seconde de ces deux dates est pour les Français marquée d'une pierre blanche puisqu'il s'agit de la conclusion de l'entente cordiale avec la Grande-Bretagne. Voilà, c'était en cours de négociation depuis quelques années, en dépit du fait que c'était très contradictoire avec l'amitié franco-russe nettement antérieure. On va le voir dans quelques instants. Alors, il y avait en Extrême-Orient une situation particulière qui était la progression de la Russie dans l'exploitation de son territoire sibérien, en particulier par le développement du chemin de fer transsibérien et d'importantes exploitations économiques. Donc, je me répète, il ne faut pas oublier que Russie et France coopéraient étroitement, en particulier du point de vue financier. En revanche, la Russie était alliée du Japon depuis 1902, le plus officiellement du monde. C'est un détail très fâcheux par rapport à la position de la France. Alors, l'origine de la guerre russo-japonaise provient évidemment de l'impérialisme, pas seulement russe, mais également japonais, puisque les Japonais avaient écrasé quelques années plus tôt, en 1895, la Chine, au cours d'une guerre très courte d'ailleurs, qui leur a donné en particulier la fameuse île de Formose, aujourd'hui appelée Taïwan. Bon, sans aucune provocation de la Russie, je le dis bien, sans la moindre déclaration de guerre, le 8 février 1905, la flotte japonaise attaque le port à l'extrémité sud de la Mandchourie russe de Port Arthur, coule plusieurs bâtiments, fait un très grand nombre de victimes. Une guerre terrible va commencer et la Russie va pouvoir bientôt compter ses alliés. Ils sont inexistants. En revanche, le Japon en aura quantité, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, partiellement Berlin, et puis il y aura toutes sortes de gens théoriquement alliés de la Russie qui ne se prononceront pas et joueront double jeu. Je citerai le gouvernement français. Au passage, je vous signale qu'il y a un petit service qui a été rendu aux Russes, qui intéresserait peut-être beaucoup de touristes quand ils voient la Tour Eiffel, c'est que c'était les débuts de la transmission sans fil, la TSF, autrement dit la radio, et que la TSF française, à l'étage supérieur de la Tour Eiffel, informait régulièrement les Russes de ce que les Français pouvaient recueillir comme information sur l'armée nippone. Je ferme cette parenthèse. Bon. Donc les combats commencent au détriment de la Russie puisqu'elle a été attaquée par surprise à Ryunjun, donc c'est le nom chinois de Port Arthur, mettons-nous à la page, et la résistance de l'armée russe sera extrêmement acharnée. Les Nippons opéreront un débarquement sur la terre ferme et ils commenceront la conquête pas à pas de la Corée. Un jour, ils arriveront au Yalu, après une succession de batailles ininterrompues, et ils tenteront de régler le sort de Port Arthur en l'encerclant par mer. Un très long siège va commencer. Alors, à ce moment-là, il va se produire un certain nombre d'événements à la fin de l'année 1904 qui présagent déjà janvier 1905, doublement tragique pour la Russie du tsar Nicolas II. Le 2 janvier 1905 commence l'encerclement de Port Arthur sur terre et quelques jours plus tard, il y a le fameux dimanche sanglant de Saint-Pétersbourg, une révolution éclate en Russie. On dira que c'est plutôt fâcheux pour un pays en état de guerre. Bon, donc en fait, le tsar doit se battre sur deux fronts. Voilà.
Alors naturellement, les Japonais en profitent, d'autant plus que toute la gauche, entre guillemets, au sens général du terme russe, est favorable aux Nippons, en particulier un certain Lénine, le chef du parti bolchevique, qui écrit des articles extraordinaires, à caractère racial très marqué, puisqu'il souhaite la victoire des Asiatiques sur les Blancs. Il l'écrit en toutes lettres. Quand vous aurez vu une photo du camarade Lénine, vous comprendrez pourquoi, en regardant attentivement les traits de son visage. Il n'empêche que dans toute la gauche du monde entier, les sociodémocrates, c'est répercuté, et la lecture de l'Humanité, le journal des socialistes français en 1904-1905, est très parlante, puisque Jean Jaurès se déchaîne contre la Russie, et cite tous les mots d'ordre du parti bolchevique de crosse en l'air, retournez vos armes contre vos officiers, etc., destinés aux marins et soldats russes pendant cette guerre. Mais l'armée ne sera pas, en tout cas en 1904-1905, désintégrée. Alors, que se passe-t-il sur le plan financier? C'est très important, une guerre, ça se finance. Eh bien, le monde entier, pratiquement, y compris la bourse de Paris, y compris la bourse de Berlin, qui sont plutôt neutres, semble-t-il, hein, à tout le moins, eh bien, vont financer la guerre nippone. Et à Wall Street, ce sera le triomphe. Tous les emprunts japonais seront souscrits 10 fois, 20 fois, 100 fois, de même à Londres. À un moment donné, en 1905, la Russie décide de jouer son va-tout. La guerre sur terre continue, elle est très sanglante. Les Japonais avancent, en négligeant un certain nombre de choses, notamment l'officier nippon, comme les officiers de la plupart des armées du monde, mais d'une manière sans doute excessive, téméraire, sont toujours très en avant de leurs soldats, et ils ont des pertes énormes en officiers. 20 000 officiers japonais seront tués au cours de la guerre. C'est une particularité qui aura son importance pour la fin de la guerre. Les lignes de communication des Japonais s'allongent, et disons que, comme ça se passe en Mandchourie, comme ça s'est passé en Corée, une guerre de partisans commence sur les arrières de l'armée japonaise. Je vous signale que ce léger détail est soigneusement omis dans la quasi-totalité des livres d'histoire occidentaux. Il faut que les Russes apparaissent comme de méchants impérialistes, donc on oublie de signaler les dizaines de milliers, et même à la fin de la guerre les centaines de milliers de Mandchous et de Chinois qui attaquent les troupes japonaises sur leurs arrières. Donc ça va de plus en plus mal pour les Nippons au fur et à mesure où victorieux ils avancent. Ils se rapprochent de la frontière de Sibérie, mais ça commence à sentir le roussi. Alors vous me direz, oui, mais pendant ce temps-là, à Moscou, il y a plusieurs semaines de barricades, à Saint-Pétersbourg, eh bien c'est la révolution également, etc. Bien là aussi, ne cherchez pas ça dans les livres d'histoire, en tout cas français, anglais ou américains. Bien il se passe des choses étranges à Tokyo, puisque Tokyo s'enflamme, au sens réel du terme. Des dizaines de quartiers sont détruits par l'incendie au cours de combats. Il y a 60 000 morts au cours d'une insurrection contre le gouvernement du Mikado, accusé d'être pas assez entreprenant dans sa guerre contre les Blancs russes. Voilà, donc chacun a ses problèmes politiques, pas seulement les Russes. Bon, alors... que dire de plus sur le déroulement du conflit? Bon, une bataille principale se déroule à Mukden, devant Mukden d'abord, Liaoyang, ensuite Mukden même, toujours avec des pertes lourdes de chaque côté. Port Arthur a été obligé de capituler, je vous le disais, je me répète, le 2 janvier 1905, mais c'est très important. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il se trouve qu'il y a deux têtes dans l'armée russe. Deux têtes, une tête maritime, une tête terrestre qui ne peuvent pas s'entendre, l'amiral Alexeyev d'un côté et le général Kuropatkin de l'autre, ce qui ne contribue pas aux efforts russes. Donc l'initiative principale sera effectivement de l'amiral Kuropatkin, c'est de supplier le tsar de faire venir la flotte de la Baltique. Si vous regardez une carte,
vous comprendrez l'audace de l'expédition qui doit faire pratiquement presque toute la Terre pour arriver en Extrême-Orient. En Extrême-Orient. Bon. Donc, elle passe par la Manche, et là, il s'en faut d'un cheveu. C'est les Français qui l'évitent en déployant leur diplomatie des deux côtés. Ils sont alliés des deux côtés. Bon, alors ils peuvent le faire. Il s'en est fallu d'un cheveu. Les Anglais ayant prétendu qu'un bateau de pêche anglais avait été coulé par un cuirassé russe. Donc la Royal Navy intervient. Il s'en faut de très peu pour que la guerre éclate entre la Grande-Bretagne, alliée des Japonais, et la Russie, alliée des Français. Bon, finalement, la flotte arrive à bon port, mais elle est dans la fameuse bataille de Tsushima, très bien décrite dans un texte à peine romancé de Claude Farrer. Elle est totalement écrasée par la marine nippone. Voilà. Donc ça joue le sort de la guerre. Des négociations, c'était en début août 1905, des négociations s'engagent chez les messieurs bons offices, les Yankees, à Portsmouth, ne pas confondre avec un port anglais, c'est une ville des États-Unis d'Amérique, et elles tournent immédiatement très mal. Les Japonais exigent des excuses du tsar de Russie, une importante compensation financière, enfin on devait en quelque sorte leur rembourser toute la guerre, etc., etc. Le tsar refuse. Tout pacifiste qu'il était, car c'était le caractéristique de Nicolas II, était son pacifisme exacerbé. Les dirigeants de l'armée russe mettent Nicolas II devant ses responsabilités. Ils estiment que si la guerre continue, compte tenu des troubles en Russie qui ont été écrasés, l'armée nippone sera battue car elle est à bout de souffle. Et là, je viens de le dire, pratiquement plus d'officiers. Bon. Eh bien, le tsar veut à tout prix la paix, et les Nippons abandonnent leurs revendications excessives, et moyennant la cession de la moitié de l'île de Sakhaline, l'évacuation de la Corée et de la Mandchourie, eh bien, la cession de Port Arthur, évidemment, la guerre va s'arrêter en août, fin août 1905, enfin, complètement. Il y a d'abord eu un armistice, puis la paix. Et donc, le Japon a gagné, et les gens qui riaient bien de bon cœur, qui avaient financé la guerre japonaise, et j'en arrive au final, les Anglais, les Américains se réjouissent ouvertement, ils le paieront en 1941, 42, 43, 44, par un nombre de morts impressionnant. Comme quoi il y a une justice dans l'histoire. Voilà ce que je voulais dire sur cette guerre, qui pèse encore dans nombre de relations, puisque j'achève sur cette notation à la fois triste et comique. J'ai découvert avec stupeur sur les sites visités sur Internet que la marine française avait coopéré avec la marine japonaise pendant la guerre. On me cite donc le nom d'un officier de marine français, Bertin, qui était notre attaché militaire auprès du Japon et qui n'a naturellement jamais tiré un coup de feu contre l'armée russe. Alors une erreur énorme, et autre plaisanterie du même goût, c'est bourré de choses violemment anti-russes, c'est dans le goût du jour, et les Nippons sont vraiment une bénédiction. J'ai l'impression qu'il y a des sujets contemporains qui se mêlent du traitement d'un récit historique. Je vous remercie.